Aujourd'hui, vous savez que le principe de l'émission, c'est souvent d'utiliser un écrit pour partir donc à la découverte d'un personnage, d'un pays, d'une région. Eh bien, aujourd'hui, nous allons utiliser des inscriptions. Et oui, nous allons donc partir très 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 loin dans le temps des inscriptions, mais pas essentiellement des inscriptions. Également donc des écrits, malheureusement trop peu nombreux, qui ont été retrouvés sur Zénobie. Qui est Zénobie? Zénobie, c'est une reine qui a dirigé Palmyre, qui se trouve donc en Syrie, qui est une cité caravanière, Palmyre, qui a été l'une des plus grandes villes, les plus puissantes du monde, on va dire. Et cette Zénobie a été reine de Palmyre et elle a également été reine d'Égypte. Elle voulait gouverner le monde comme Cléopâtre, elle a bien failli réussir. Nous sommes au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, essayons de mieux la découvrir. Si je vous parle d'elle, vous vous en doutez que c'est à travers des recherches archéologiques et historiques. Je reviens effectivement de Syrie et j'aime bien vous faire partager un petit peu tout ce qu'on découvre en avant-première sur ces personnages qui restent tout de même mystérieux. Alors, en dehors de l'ouvrage que j'ai consacré à Zénobie, donc que je nomme d'ailleurs l'héritière de Cléopâtre, eh bien nous avons découvert quantité de choses sur Palmyre. Palmyre est donc, Palmyre est une ville qui a fait rêver. Zénobie est une reine qui a fait rêver, même si on la connaît mal, puisque quantité de poèmes, de textes, de reproductions, d'iconographie ont été faites sur elle. Alors, qui était-elle? Nous sommes donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une époque où se multiplient les échanges entre les pays et surtout ce qu'on appelle les caravanes. Des caravanes, donc des marchands qui partent de Rome, qui partent d'Égypte, qui partent de Grèce et qui vont aller jusqu'aux Indes, jusqu'en Chine, ce qui est évidemment pour le IIIe siècle absolument insensé. Et pour aller évidemment jusqu'à ces endroits, que l'on choisisse la mer ou que l'on choisisse la terre, et surtout quand on choisit la mer, parce que la mer c'est infesté de pirates à l'époque, donc quand on choisit l'une ou l'autre voie, eh bien il faut créer des étapes. On ne peut pas évidemment faire le chemin directement de la côte syrienne jusqu'en Chine, puisque ça demande évidemment des mois. Et un tas de villes-étapes, de villes caravanières, de cités caravanières, se sont donc montées, se sont donc développées sur tout ce parcours que l'on appellera la route de la soie pour la Chine et la route des épices pour les Indes. Car ce qu'on va chercher en Inde, c'est surtout les épices et les aromates qui sont extrêmement chers. C'est un produit de luxe à l'époque. Et ce qu'on va chercher en Chine, c'est la soie, puisque les Chinois auraient inventé la soie que l'on portera bien sûr à Rome. D'ailleurs, il y a des empereurs qui trouveront ça beaucoup trop efféminé et qui refuseront donc de porter des vêtements en soie. Et figurez-vous qu'à l'époque, une légende courait en Chine selon laquelle, qui date de 2600-2700 avant Jésus-Christ, donc qui est très ancienne, et on croyait que la soie était récoltée sur les arbres et fabriquée par les arbres, car en fait, eh bien, les chenilles qui se réfugiaient dans les arbres, on pensait, si vous voulez, que c'était comme le coton, que en fait c'était c'était des morceaux, enfin, ça avait été des fruits de l'arbre et que ça avait donc été récolté sur les arbres, et c'est une princesse chinoise qui avait découvert le secret donc de cette douceur de la soie, enfin de ces cocons qu'on pouvait utiliser pour tisser et faire de la soie. Et comme tous les pays alentours ne savaient pas de quoi était constituée la soie et que c'était un secret chinois, eh bien il y avait quantité de gens qui cherchaient à épouser des princesses chinoises pour avoir le secret, car c'était le produit, encore une fois, le plus luxueux, celui qui était le plus recherché. Alors, il y avait des échanges à cette époque-là, c'est-à-dire que les Égyptiens partaient avec des vases, les Grecs aussi partaient avec des vases, les Syriens partaient avec tout ce qu'ils avaient à leur disposition pour pouvoir faire du troc, des échanges, etc. Et donc, se sont développées, comme je vous le disais, des pistes caravanières, et sans doute une des principales villes qui s'est développée à ce moment-là, c'est Palmyre, qui se trouve donc évidemment qui n'est pas proche du littoral, comme vous l'avez compris, qui se trouve à des kilomètres donc du littoral, qui se trouve en fait entre le fleuve de l'Euphrate et la mer.
Et c'est donc une position qui est absolument extraordinaire à l'époque parce que d'un côté il y a les Parthes, qui sont réputés pour être extrêmement hargneux, extrêmement cruels, intraitables, etc. D'un côté il y a les Parthes, derrière l'Euphrate, enfin du côté de l'Euphrate, et de l'autre côté il y a la puissance de Rome qui, vous le savez, est quand même très importante au IIIe siècle, etc. Bien qu'elle commence déjà à décliner. Et Palmyre, qui va grandir, se trouve donc aux confins de deux mondes, l'Orient et l'Occident, Rome et les Parthes, qui n'arrêtent pas de se taper dessus, qui sont des adversaires, qui sont des ennemis. Et évidemment, Palmyre, qui est de plus en plus puissante, eh bien, va être obligée de prendre tantôt parti pour les uns, tantôt pour les autres. Et finalement, on s'aperçoit qu'elle ne prend pas vraiment parti ni pour les uns ni pour les autres, et qu'elle va toujours essayer de jouer plus ou moins la carte, la double carte finalement, le double jeu, pour essayer d'en tirer les marrons du feu, et c'est notamment ce que fait Zénobie. Alors, cette ville de Palmyre, on a retrouvé des habitats qui sont très anciens, qui sont préhistoriques, parce qu'aujourd'hui il n'y a quasiment rien, c'est une oasis certes, mais il y avait donc une source qui s'appelle la source FK, et qui permettait quand même d'avoir des bêtes, d'avoir des pâturages, etc. à l'époque. Bon. Et en dehors des nomades qui habitaient donc un petit peu à l'écart de la ville, et qui venaient souvent d'ailleurs se réfugier dans la ville, ou qui venaient sur les marchés de la ville, et bien autour il y avait donc des bergers qui étaient installés, etc. Mais la plupart des gens étaient confinés dans cette ville de Palmyre. À l'époque grecque, les Grecs ont construit beaucoup à Palmyre, les Romains s'y sont installés, ils ont quasiment mis la main sur Palmyre. Apparemment ce n'était pas dictatorial, ils ont composé on va dire, mais il y avait quand même des fonctionnaires romains qui se sont installés et qui ont organisé la vie de Palmyre, qui ont fait des monuments romains, etc. Et aujourd'hui les restes que nous avons, alors on a le temple de Baal, le fameux temple solaire de Baal. On a une grande colonnade, on a un théâtre magnifique, un des plus beaux théâtres qui restent de l'Antiquité, on a les thermes de Caracalla, on a la place du marché, enfin bref, on a encore beaucoup de choses. Le palais n'existe plus, le palais de Zénobie, mais on le situe à peu près au niveau des thermes de Caracalla. Et quoi qu'il en soit, donc les Romains ont considérablement développé cette ville. Bon, alors il se trouve que à l'époque il y avait des chefs syriens, des petits chefs syriens comme Odénate, qui est devenu le mari d'une jeune femme dont le père était peut-être chef de caravane et qui s'appelait donc Zénobie. Alors Zénobie était toute jeune, elle avait déjà son caractère, elle n'avait pas l'air d'aimer trop les Romains qui s'imposaient dans sa ville, elle voulait plutôt l'indépendance de sa ville. En revanche, elle aimait beaucoup le grec, elle avait des profs de grec, elle connaissait toute la philosophie grecque, etc. Donc elle était plutôt esthète, on va dire. Hein. C'était une femme qui, voilà, mais en tous les cas, elle était beaucoup plus jeune que son mari. Et petit à petit, eh bien, Zénobie va prendre de l'assurance et petit à petit, elle va convoiter le pouvoir. Donc j'essaye de vous faire découvrir un tant soit peu la vie de la mystérieuse Zénobie qui fut reine de Palmyre en Syrie et qui a été aussi reine d'Égypte, qui convoitait le monde à la manière de Cléopâtre et puis qui a bien failli parvenir à ses fins. Alors bon, vous le savez, j'ai écrit un livre là-dessus sur Zénobie, l'héritière de Cléopâtre. Je l'appelle l'héritière de Cléopâtre car elle se disait elle-même apparentée à Cléopâtre et aux Égyptiens pour lesquels elle avait une admiration absolument incroyable. Je vous ai dit qu'elle aimait beaucoup les Grecs, qu'elle aimait beaucoup moins les Romains. D'ailleurs, elle connaissait très très mal le latin, alors que tout le monde dans sa ville parlait latin, puisque la ville était occupée en quelque sorte par les Romains. Mais en revanche, elle adorait les Égyptiens. Elle se disait, et c'est pas impossible d'ailleurs, apparentée aux Cléopâtre et aux Ptolémée, et elle rêvait aussi de devenir reine d'Égypte, et elle le devint. Alors, comment cette petite jeune fille, un petit peu, qui avait certes son caractère, qui n'appréciait pas trop l'occupation des Romains, et qui était devenue donc l'épouse du chef syrien Odénate, comment a-t-elle pu avoir un tel pouvoir et est-elle rentrée dans l'histoire? Eh bien, d'abord, curieusement, alors que son mari avait un premier fils, qui était normalement le prince héritier, eh bien, celui-ci disparaît. Il disparaît lors d'une expédition et Odénate disparaît avec lui. Alors, on s'est évidemment beaucoup interrogé, on s'est dit, bon, est-ce que c'est un
coup monté de Zénobie qui a essayé de se débarrasser du prince héritier, qu'elle n'aimait pas beaucoup, évidemment, c'était son beau-fils, et de son mari. Elle avait en effet un fils, elle aussi, qui n'avait aucun espoir de monter sur le trône, puisque Hérodien était en vie, son beau-fils était en vie, mais là, évidemment, ça lui laissait toutes les possibilités, toutes les voies ouvertes. Alors, est-ce qu'elle a fait assassiner son mari et son beau-fils? Peut-être. Toujours est-il qu'elle s'est retrouvée seule au pouvoir à un moment où la ville, je vous le disais, était extrêmement riche, extrêmement célèbre et puissante, et à un moment où les Romains et les Parthes continuaient vraiment à être ennemis jurés. Rome connaissait une succession d'empereurs qui n'étaient pas flamboyants. La plupart du temps, ils étaient paresseux, ils passaient leur temps à festoyer, puis ils se désintéressaient complètement des affaires d'Orient. Donc la Zénobie pouvait faire absolument ce qu'elle voulait. Alors quand elle avait besoin des Parthes, eh bien elle composait avec les Parthes. Quand elle avait besoin des Romains, elle composait avec les Romains. Mais pour elle, il n'y avait qu'une certitude, c'était que les Palmyréniens étaient plus forts que les autres, et bien que la ville soit relativement petite, elle était puissante, ils avaient des très très bons archers, et elle était persuadée qu'elle pouvait régner sur le monde. Alors petit à petit, eh bien, elle a repris aux Parthes des villes qui appartenaient aux Parthes, petit à petit elle a repris des villes qui appartenaient aux Romains, et elle a fait son petit bonhomme de chemin. Elle régnait en quelque sorte à la place de son fils qui était un petit peu trop jeune mais qui se trouvait quand même à ses côtés. Elle a fait frapper des pièces de monnaie normalement qui étaient frappées avec la tête de l'empereur romain, où elle a fait représenter son fils avec elle, donc c'était quand même extrêmement vraiment culotté. Et eh bien comme tout se passait bien, elle a envoyé une armée en Égypte en disant je veux devenir comme Cléopâtre la reine d'Égypte et donc je veux m'installer à Alexandrie. À l'époque, l'Égypte appartenait aux Romains. Son opération a réussi. Elle est donc devenue reine d'Alexandrie. Elle s'est rendue en Égypte avec plaisir. Elle a remonté le Nil en bateau en regardant toutes ces pyramides, tous ces magnifiques monuments qu'elle disait ceux de ses ancêtres, à tort ou à raison. Et donc, véritablement, là, ça a été une grande joie. Et la première chose qu'elle a faite, c'est de couper le commerce entre l'Égypte et Rome, c'est-à-dire que Rome, qui ne pouvait vivre qu'avec le grenier à blé qui était l'Égypte, eh bien n'avait plus de quoi manger, et donc les Romains ont été complètement affamés. Alors, tout allait bien, car comme je vous le disais, les empereurs étaient plus ou moins laxistes, et Zénobie parvenait à s'imposer. Mais est arrivé à ce moment-là sur le trône de Rome, sur le trône, c'est un empereur qui a été nommé, c'est Aurélien, le fameux Aurélien que l'on connaît par différents romans, qui lui aussi est rentré dans l'histoire. Et Aurélien, lui, croyait beaucoup en la force de Rome, et il avait en mémoire toute la grandeur de Rome. Même si elle était décadente, il avait décidé de redonner à Rome toute sa grandeur. Et quand il a vu Zénobie prospérer, grandir, bon, il s'est dit après tout c'est une femme, il a laissé faire. Mais quand il a su que Zénobie convoitait Rome et voulait devenir reine du monde entier, de l'Orient et de l'Occident, eh bien il a décidé d'agir et de lui donner une leçon. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces deux êtres qui se rencontrent, qui sont rentrés dans la légende, qui se rencontrent, qui se haïssent, mais qui en même temps sont très attirés l'un vers l'autre, d'abord parce qu'ils s'admirent mutuellement, et ils ont surtout une croyance qui est la même, et c'est là où cette histoire devient absolument incroyable et déterminante pour l'histoire du monde. C'est que Aurélien croit en un Dieu unique, qui est le Sol Invictus, le soleil invaincu, le Dieu soleil, et que elle aussi, Zénobie, croit dans le Dieu Baal, qui est le Dieu soleil, puisque Baalbek est la ville du soleil, c'est Baalbek l'Héliopolis des Égyptiens, la ville, la cité du soleil. Elle croit, et quasiment tous les deux, bien que rattachés à une religion polythéiste, croient en un Dieu unique et primordial, qui est donc d'un côté le soleil, Baal c'est également le soleil,
Et tout cela leur vient, en tous les cas en ce qui concerne Zénobie, probablement d'une influence égyptienne et de ce fameux monothéisme qui s'installe petit à petit en Égypte et ailleurs d'ailleurs, dans tout le monde connu de l'époque. Donc c'est une période absolument déterminante à tout point de vue, et pour les échanges commerciaux, grâce au développement des caravanes, parce qu'on vit une époque clé de l'histoire de Rome et donc de l'histoire de Zénobie, et puis parce qu'au point de vue religieux, il y a aussi la manière dont s'impose véritablement donc une religion avec un Dieu unique, et qui s'était déjà imposé précédemment, mais qui là de nouveau revient au devant de la scène.